Voilà. Yannick Hirschard, Oui. un des deux cofondateurs de Vegidaire, Oui. va nous parler de ce frigo là que vous avez emmené. Alors c'est très bien, vous Ça utilisez le mot frigo, oui, c'est formidable. Pas du tout. Alors c'est pas un frigo Alors, du tout, oui. mais alors j'ai réussi mon pari dans la marque, Voilà. c'est lacanien, c'est-à-dire il y a un sens caché dans Vegidaire. S'inspirer d'un vieil appareil exactement, comme le frigidaire. Besoin. Exactement. Voilà. C'est comme le frigidaire. C'est comme le frigidaire, pourquoi? Parce que un jour, dans 10 ans, 20 ans, on cultivera, il y aura des potagers de cuisine aussi couramment qu'il y a un frigo dans sa cuisine. D'où Vegidaire, le frigidaire pour les végétaux. Voilà. Un concept de potager maison sous LED. Comment tu as eu cette idée? Moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'électroménager à l'international, donc on faisait du trading, on sourçait en Europe, en Asie, aux États-Unis et puis on vendait dans d'autres pays du monde. Et donc un premier background dans l'électroménager et puis ensuite dans le développement export de solutions de compostage. Alors les solutions de compostage, il ne faut pas s'imaginer le petit composteur d'1 mètre cube, c'est pour les villes, les municipalités, donc ce sont des grosses machines qui rentrent dedans pour mettre les déchets verts, les tontes, les branchages et les mélanger avec des bouts de station d'épuration par exemple pour en faire du compost. D'accord, ok. D'où alors donc je suis passé de l'électroménager, du commerce international, ensuite à cette partie un peu plus biologique, parce que même si c'est de l'ingénierie, du béton, des structures, de l'électronique et ainsi de suite, au final dedans il y a quand même quelque chose d'organique, de naturel. Donc même en tant que développeur commercial, j'ai dû m'imprégner de cette culture biologique, agronomique, et c'est devenu une évidence en fait. Pour moi, dans mon parcours, de mêler les deux, c'est-à-dire l'électroménager et le végétal. Et c'est venu un moment où, comme tout le monde autour de cette table, on se pose des questions, mais bon sang, qu'est-ce que je mange? Est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave, docteur? Et je me suis dit, mais c'est quand même terrible, on ne sait jamais ce qu'on mange avec certitude, et même le bio. Si vous achetez du bio qui vient de 5000 km, qui prend l'avion, qui a été stocké pendant 7 jours, vous perdez des qualités nutritionnelles. Par exemple, les épinards perdent 100% de la vitamine C en 7 jours. C'est-à-dire, vous pouvez même acheter des épinards bio, hein, s'ils ont 7 jours après la cueillette, il n'y a plus de vitamine C. Donc là, comment ça fonctionne en fait, cet appareil? Donc là, vous l'appelez le Vegidaire. Oui. Qui est assez large quand même. Hein. Ah oui, il mesure combien? Alors, il fait 60 cm par 50 et 10 cm de haut avec une cuve de 8 litres. Et alors, il n'y a qu'une seule taille. Hein. Pour l'instant, oui, tout à fait. Et on prépare pour les cuisines parisiennes ou de New York, les petites villes, enfin les grandes villes, mais à petite cuisine, on prépare un système à poser au mur, à accrocher au mur. Alors donc, ce système, comment ça marche? On y met les substrats. On y plante, on y sème des graines et on attend 4 à 6 semaines pour avoir des plantes fraîches, non traitées, pas de pesticides, pas d'insecticides. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je consomme toujours mes herbes sans les laver, puisque de toute façon, il n'y a pas de traitement. Enfin, si, il y en a, mais c'est pas... Alors, c'est pas de la terre, justement. C'est un... vous pouvez retirer et puis regarder. C'est un substrat à base de tourbe, de fibres de coco et de biopolymère. Alors un biopolymère, c'est une molécule un peu plastique à base d'amidon. Et c'est ce qui donne ce côté spongieux et qui fait que ça ne se délite pas, on ne salit pas dans sa cuisine. On peut tout mettre, des fruits, des légumes, des... Non. Non, c'est pas la fête. Pas pour l'instant. Ça arrivera. Alors, ce qu'on peut mettre, ce sont les tomates cerises. D'accord. Ça c'est bien. Vous en avez ici, là? Non, parce que les tomates cerises poussent tellement bien qu'elles montent trop haut. Et moi, je les mets dans mon potager par la suite. D'accord, ok. Donc, je cherche des semences de tomates qui, un peu comme un bonsaï, n'iraient pas trop haut. C'est aussi... Parce que l'éclairage, la pointe d'éclairage se fait avec un panneau LED. Alors, est-ce que c'est comme ça? Ça se met dans le... Ça se met dans soit un grand placard comme ça, ou un autre placard standard, un placard Ikea, Schmidt, toutes les marques, tant que ça fait 60 cm de large. D'accord. Est-ce que c'était dur de passer de concept à création? Oui. En
en fait, c'était la mauvaise, mais par sérendipité, la très bonne surprise, c'est qu'il nous a été impossible de prototyper en 3D. Oh. On parle de révolution de la 3D, moi je ne l'ai pas vu, parce que le Végidaire est constitué de 3 pièces plastiques, vous voyez, il y en a une à l'intérieur, et chaque pièce, si j'avais dû la prototyper en 3D, aurait coûté dans les 1000 à 1500 euros, parce que ce sont des pièces gigantesques. Et donc, on a dû apprendre, dès le début, à faire nos moules nous-mêmes. Et alors, les moules dans la plasturgie, c'est la pièce qui vous sert à faire la forme. Et ça, on l'a fait de manière très française, c'est-à-dire avec très peu de moyens. À la main. À la main, avec des panneaux de MDF qu'on a collés, qu'on a usinés avec des machines qu'on appelle des CNC, qui sont comme des perceuses à 3 axes, c'est-à-dire qui montent, qui descendent, qui vont à droite, à gauche, et qui permettent de faire les formes qu'on veut, et ensuite on peut mouler une plaque plastique dessus. Alors comme le Végidaire est connecté, il y a une espèce de plaque, c'est la connexion que j'ai sortie. Alors ça, c'est la plaque de la carte électronique de gestion qui permet d'irriguer toutes les 4 heures les plantes. D'accord. Ce qui fait que, comme dans la nature, les plantes n'ont pas toujours les pieds dans l'eau. Elles ont de l'eau, du sec et de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est capital pour les racines des plantes. C'est pour ça que dans les champs ou dans les potagers, on retourne à terre pour aérer la terre. Et donc là, on a un système qui a été conçu spécialement pour augmenter la captation des racines en oxygène. Donc c'est connecté, mais pas connecté à un mobile ou à une application. Si? Bientôt. On lance Kickstarter lundi prochain et on proposera 2 systèmes. Celui-ci qu'on appelle le basique, qui fonctionne avec un panneau LED aussi, qui est géré 18 heures sur 24 par cette carte. Et la nouvelle carte comportera le Wi-Fi, il y aura une application mobile qui donnera des alertes sur le niveau de l'eau, sur le pH de l'eau et sur le niveau des nutriments. D'accord. Alors, ça vous intéressera ça, Guido, si ça vous intéresserait d'avoir un Végidaire chez vous? Bah, d'abord, ça rejoint les 2 questions que j'avais pour un. On s'est tutoyé tout à l'heure. Bien sûr, on continue à se tutoyer. D'abord, exactement la commercialisation. Donc, tu proposerais, je pense, produit par produit pour les particuliers, j'imagine, c'est aux âges complètement particuliers. Ah oui. Juste pour comprendre le type de prix, est-ce que c'est dans les dizaines d'euros, dans les centaines d'euros, dans les milliers d'euros? On est juste pour comprendre. Dans les milliers d'euros. On est à 250 € pour le système basique, 299 pour le système. J'imagine. Et en fait, dès le début aussi, on a refusé de faire ce que nos concurrents faisaient. Alors c'est très rassurant de se mettre dans le sillon d'un concurrent qui a de l'avance, qui a déjà du succès. Et nous, on a fait le pari que il y a une vingtaine de systèmes concurrents à poser. On a 3 plantes jusqu'à 6 plantes. On le pose sur sa cuisine. C'est très pratique parce que ça prend très peu de place, ça coûte pas cher. On peut acheter ça entre 60 et 190 € pour 3 à 6 plantes. Et donc, si on fait le comparatif, je suis sûr que Guido est très bon en maths. 6 plantes à 190, là on est à 16 plantes pour 250. Et on passe le plateau, on le passe à 23 plantes dans les prochains jours. Et les autres sont aussi connectés, les concurrents? Oui, alors non. Les concurrents ont des applications, mais des applications qui ne donnent pas d'informations sur la qualité de l'eau, sur les nutriments, ainsi de suite. Il y a des applications, mais on ne peut pas dire connectées. Ce qui est révolutionnaire, c'est de faire rentrer justement des sons qui sont utilisés dans l'agriculture et dans des cultures hydroponiques, c'est-à-dire des sondes qui mesurent la qualité de l'eau. Ça a été un enjeu assez difficile pour le mettre à un niveau du grand public et pas trop cher. Deuxième question, Kickstarter, peut-être que je me trompe, c'est une plateforme qui est plutôt américaine ou anglaise? Absolument. Il y a une partie aussi en France? Oui. Et donc vous utilisez la partie française de la plateforme Kickstarter? Parce que je me rappelle, j'avais réfléchi à une campagne il y a 2-3 ans. Exactement. Et en fait, c'était pas disponible en France. Peut-être que maintenant, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Depuis à peu près 1 an, Kickstarter est disponible en France. Et en revanche, c'est le même site. Oui, tout à fait. Ça, je sais. Et malheureusement, on ne peut pas avoir les pages bilingues. Donc, ça veut dire qu'une campagne ne peut pas être internationale? Si, mais il faut soit faire un cartouche en anglais et en français en dessous. Mais c'est pas comme un site internet où d'un clic, on passe du français à l'anglais. Guido parle anglais et italien. Il peut vous aider? Je pense que Yannick s'est débrouillé très bien. Mais non, en italien, je le lis. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose. C'est très sympathique. Blague à part.
Non, justement, c'était justement par rapport à ça, parce que le site Kickstarter qui était très bien, Ouais. et je me rappelle, c'était pour une campagne pour un ami qui développait un jeu de vidéo, et on avait regardé ça, et effectivement, pour l'Europe, c'était pas du tout pratique, parce qu'il n'y avait même pas le signe euro pour les prix, faire pour investir. exactement, pour investir sur sa propre campagne. Mais c'est très bien de le faire, et justement sur la commercialisation, et c'est ce que je vais imaginer, le prix ressemble quand même, cher plutôt, mais tout à fait abordable, surtout pour l'avantage que tu as. Je trouve pas que ça soit si cher, 250 € quand même. Mais et Tout ce qu'on a, je veux dire. C'est quand même, si vous comparez ça par rapport à faire vos courses, parce que finalement c'est comme ça que vous faites votre arbitrage de prix. Oui, mais on n'a pas tous les. Alors justement, et c'est sur ça. C'est comme la goutte d'eau qui tombe tous les jours et qui peut vous coûter des mètres cubes d'eau à la fin de l'année. Regardez la prochaine fois que vous faites vos courses. Dans les supermarchés ou dans les épiceries, les herbes aromatiques que vous allez acheter, conditionnées, déjà prédécoupées, dont vous allez jeter au moins la moitié après quelques jours parce que ça sera fané. Regardez le prix au kilo. Est-ce que vous savez que le basilic est à 100 €, plus de 100 € le kilo? Voilà, on est entre 80 et 120 € le kilo. Et puis là, moi, j'investirais sur ce message justement, parce que je pense que la vision de certaines personnes est un peu plus court-termiste que ça. Et puis le côté non-pesticides et tout ça. C'est pas qu'une histoire de prix. La rentabilité, le retour sur investissement, c'est pas un message qu'on transmet, parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de manger bien et de produire soi-même. On reprend la main. Et puis pour les urbains, si on n'a pas de balcon, de jardin, on retrouve la verdure chez soi et on a un rapport avec la nourriture complètement différent. Je peux vous assurer que quand vous mangez, et surtout quand vous travaillez à l'américaine, beaucoup par exemple, vous revenez tard le soir, vous faites des pâtes au beurre, sans goût, et vous dites « Ah, j'en peux plus ». Vous commandez sur Uber Eats. C'est ça. Exactement. Et vous pouvez rajouter des basilic si on ne peut pas commander avec Uber Eats. On devrait travailler ensemble. Ça, c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Au lieu de se faire son repas, on commande sur Uber Eats et on coupe ses herbes fraîches végétales. Pourquoi une campagne Kickstarter? Parce que je vois que vous êtes soutenu par la BPI, l'usine IO, le Tech Shop, etc. Oui. Pourquoi une campagne spectateur au lieu de faire un investissement d'entreprise ou autre, de capitaux? Alors, parce que c'est encore trop tôt dans notre développement pour les investisseurs business angel. Ah bon, c'est trop tôt? Ou VC. Oui. Nous, on souhaite montrer des ratios très clairs, c'est-à-dire 1, on est capable de produire, 2, on est capable de vendre, et 3, on est capable de vendre en faisant de la marge. Après qu'on aura tout ça, on ira voir des investisseurs. Ce qui fait que actuellement, effectivement, on mange notre pain noir. C'est très difficile avec très peu de capitaux. D'ailleurs, on a reçu un soutien énorme de Scientipol qui nous a fait un prêt d'honneur, garanti par la BPI en fait. Mais on n'a pas encore eu de subvention. D'accord. Ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin en termes de développement de projets, de concepts, pour pouvoir faire un investissement. Mais même pour une subvention, on vous demande de réussir votre Kickstarter. Oui, carrément. Oui, absolument. Et le Kickstarter, ça servira à couvrir quoi exactement? Les coûts de production? À prouver, je pense qu'il y aura des consommateurs, peut-être, non? Oui, et surtout à pouvoir financer les moules, parce qu'actuellement, on le produit en toute petite série de façon... presque artisanale. On va travailler au Tech Shop et à l'usine IO, donc dans le 13e et à côté du Leroy Merlin d'Ivry. Et donc là, on a toutes les machines qu'il nous faut pour usiner nos pièces. D'accord. Et vous avez ce sont des petites cadences. Vous avez une date de disponibilité? Est-ce que vous savez quand vous allez après cette Kickstarter, ou bien vous allez attendre justement après? Alors, disponibilité des produits, quand est-ce qu'on va pouvoir les vendre et les livrer? Alors, comme on sait produire, contrairement à des projets justement dans lesquels on peut produire des pièces en 3D, des prototypes et ainsi de suite, et dire regardez mon projet, financé, et puis après on découvre la difficulté de l'industrialisation. Nous, on a été obligé d'industrialiser dès le début, et donc on est capable de produire déjà immédiatement, en petite série. Malheureusement, on ne maîtrise pas les délais et la cadence, mais dès le premier jour du Kickstarter, on est capable de produire pour nos early birds. D'accord, ok. Et après Kickstarter, juste la mise en vente, vous prévoyez d'autres choses, lancer l'investissement à ce moment-là, peut-être? Absolument, oui. D'ici 3 à 6 mois, oui, tout à fait. Est-ce que tu vas t'engager sur une date pour livrer tes early birds, vu que tu es déjà capable de produire? Et encore une fois, si tu te retrouves avec
2, 3, 4, 5 fois les commandes que tu t'attends, chose que j'espère pour toi, est-ce que tu vas t'engager sur une date ou tu vas attendre que tu puisses industrialiser? Alors ça, c'est le meilleur des risques, c'est d'exploser son objectif. Alors, après le retour, j'imagine que ta campagne vise pas à être millionnaire, mais il y a des retours sur une image qui sont pas très, très positives, et notamment des campagnes Kickstarter qui ont des coûts un peu d'image négative à cause de ça. Ouais, alors nous, on a plusieurs plans, plusieurs modes de production. Un mode de production en très petite série, là pour les early birds en petite quantité, c'est-à-dire 10 pièces par jour, c'est-à-dire en un mois 200 à 300 pièces. On est capable de le faire, voilà, on est capable de faire 300 pièces par mois actuellement. Très bien. Si on ne peut, si justement, comme tu dis Guido, qu'est-ce qui se passe si on fait beaucoup mieux que ça, 3000, on est incapable de le faire nous-mêmes. Mais avec ce qui est formidable, cette révolution des Fab Labs, la révolution de l'usinio, la révolution du tech shop qui permet à des startups d'avoir accès à des machines qui coûtent 100 000, 200 000 euros, des choses impossibles il y a encore 10 ans. On travaille aussi dans un même milieu de production, dans une usine, avec d'autres startups. Et on a des retours d'expérience, des gens qui sont passés avant nous. Et donc, on s'échange énormément entre fondateurs de startups dans ces tech shops. On échange énormément sur nos fournisseurs. C'est qui ton fournisseur de plasturgie et à quel prix et quelle quantité minimum et ainsi de suite. Donc en fait, nous on s'entend très bien avec l'équipe de Smirl. Je ne sais pas si vous connaissez les petits compteurs de like Facebook, Twitter et ainsi de suite. Voilà. Donc ça fait Smirl, ça fait un tabac, ça marche très très bien. Oui, ça marche formidablement bien pour eux. Et donc on a rencontré leur fabricant récemment et on est en discussion. Et là pour le coup, les cadences de production, ça se fait en 1, 2, 3, 4 jours. Après, voilà, c'est expédié.